Jean Pisani-Ferry, vous êtes commissaire général de France Stratégie. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le bilan, pas des mesures qui ont été prises, mais en tout cas nous faire un état des lieux de cette compétitivité des entreprises françaises et selon vous, quelle est la bonne façon de l'aider ? Si vous voulez bien, je suis aussi économiste, donc comme oui. on a une discussion technique, je voudrais intervenir sur la discussion technique d'abord. Éric Heyer a dit qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles les économistes en général pensent que les allégements bas salaires sont plus favorables à l'emploi. Il y a une raison qui est purement arithmétique, qui est que si on met 100 euros sur le SMIC ou 100 euros sur un salaire à 3 fois le SMIC, eh bien, l'effet en pourcentage n'est pas le même. Et donc, on a toute chance que l'effet soit plus fort au niveau du SMIC. Il y a un effet qui tient au fait que le SMIC est un salaire régulé, fixé administrativement. Alors, vous venez de dire que les gouvernements peuvent d'un côté alléger, de l'autre côté augmenter le SMIC. Pas nécessairement. Hein, et c'est pas tellement ce qu'ils ont fait dans les années récentes. Donc ça, c'est fait effectivement à un certain moment. Mais si on veut créer des emplois, on allège et on ne s'en sert pas pour, en même temps, créer du pouvoir d'achat au niveau du SMIC. Donc, de ce point de vue-là, on a un effet sur le coût du travail qui est un effet durable, puisqu'on parle d'un salaire administré. Alors que si on allège le coût du travail sur des salaires à des niveaux où le taux de chômage est moindre, voire très faible, eh bien, on va avoir un effet de rattrapage, d'autant plus qu'on va vouloir compenser cette baisse du coût du travail par un autre prélèvement et que du coup, les salariés bien, vont tenter de récupérer leur pouvoir d'achat et que l'équilibre du marché du travail va se faire à un niveau de salaire brut plus élevé, enfin en tout cas de coût du travail plus élevé. Et le troisième volet, c'est la question de l'élasticité. Alors là, c'est plus technique, c'est-à-dire est-ce que l'emploi est plus sensible au coût du travail au niveau des bas salaires qu'au niveau des salaires moyens ou élevés. Les travaux économiques tendent plutôt à conforter cette thèse. Je comprends que ce soit discutable, mais enfin, hein, disons ce sur quoi l'hypothèse sur laquelle on fonctionne habituellement, c'est celle-là. Donc on a 3 effets qui vont dans le même sens. Donc, paradoxe, l'étude trouve que, néanmoins, ça ne serait pas plus favorable que de baisser le coût du travail sur les bas salaires. Comment ça s'explique ? D'abord, je pense qu'il y a le choix d'un certain nombre d'hypothèses qui sont favorables. Le fait de dire qu'on va mettre de côté la question du rattrapage des salaires. Donc on ne va pas, de ce point de vue-là, considérer que les salariés rattrapent les prélèvements qu'on a effectués par la CSG, donc ils n'essayent pas de compenser. Donc c'est une première chose. Deuxièmement, on considère que l'élasticité du coût du travail, de l'emploi au coût du travail est la même pour tous les salaires. Donc là, on choisit d'aller contre ce consensus. On peut aller contre ce consensus, mais il faut le justifier. Là, on choisit par hypothèse d'aller contre ce consensus. Et donc, il reste l'aspect arithmétique à compenser. Et qu'est-ce qu'il compense ? Il me semble qu'il y a plusieurs choses. Là, d'abord, si j'ai bien compris, il y a un allègement uniforme au lieu d'un allègement ciblé au niveau du SMIC, puisque même entre 1 et 1,6, on peut mettre le poids sur 1, où on peut le faire de manière uniforme. Là, on le fait de manière uniforme, donc ça réduit un peu l'impact. Et puis, il y a 2 effets qui ont été mis en évidence. Il y a le fait de dire, eh bien, et ça c'est absolument vrai, comme les entreprises qui exportent sont plutôt des entreprises à salaire plus élevé que le SMIC, on va avoir un effet par le commerce extérieur. Donc on va avoir plus d'exportation et ça va avoir un effet d'entraînement sur le PIB et donc un effet sur l'emploi. Ça c'est tout à fait réel. Et puis deuxièmement, il y a l'idée de dire la difficulté quand on allège le coût du travail sur des secteurs de services, c'est qu'ils peuvent être peu concurrentiels et que, étant peu concurrentiels, une partie va partir en marge, une partie de l'allègement va être conservée en marge et donc va pas être transmis au reste de l'économie. Et donc, de ce point de vue-là, on aura un effet qui sera moins favorable à l'emploi. Je suis d'accord sur ces 2 derniers effets, mais j'ai beaucoup de mal à considérer que ces 2 effets, à eux seuls, vont expliquer que l'ensemble de la logique sur laquelle on fonctionne d'habitude, et c'est 3 raisons qui sont quand même très fortes pour lesquelles on pense que les allègements bas salaires sont plus favorables à l'emploi, j'ai un doute par rapport au fait qu'il suffise donc par ces 2 effets de compenser ce qui est encore une fois
quelque chose à quoi sur les quoi les économistes se sont accordés pour, encore une fois, des raisons fortes. En tout cas, il me semble qu'il faudrait plus de transparence sur les hypothèses, sur le poids des différents mécanismes dans l'explication pour emporter la conviction. Non, on ne va peut-être pas revenir sur tout ce qu'il y a dans votre modèle, Gilles Coleda, mais puisque vous a demandé de vous justifier, je pense que on va rester très longtemps et on va y passer la nuit. Mais 2-3 points sur ce que soulève Jean Pisani-Ferry. Non, l'élasticité n'est pas constante dans notre modèle, quel que soit le salaire. Le degré de granularité, l'input de notre modèle, ce sont des secteurs. Donc je vous confirme bien que les élasticités sectorielles vont être différentes, avec bien entendu des élasticités de l'emploi à son coût plus importantes pour des secteurs comme l'hébergement-restauration, dans lesquels on va trouver plus de bas salaires. On va trouver peut-être une élasticité de 0,6 et plutôt 0,4 ou 0,3 pour un certain nombre de secteurs industriels pour lesquels le salaire moyen est plus élevé. Donc on a cet effet-là d'une différence d'élasticité selon les secteurs ciblés. Après, vous dites, cela dépend peut-être aussi de ces hypothèses sur le rattrapage. Il n'était pas inutile que je rappelle les deux objectifs qui nous avaient été fixés par la Fabrique. C'était d'une part un peu expliciter tout ce qui peut un peu influencer les résultats de ces modèles. Il y a certains chapitres dans la note qui traitent de ça, où on voit effectivement quels sont les différents mécanismes ou comportements d'acteurs qui peuvent influencer le résultat de cette mesure, quel que soit le ciblage. Vous avez raison de rappeler qu'il y a deux comportements extrêmement importants. Le premier, c'est qu'est-ce que les entreprises vont faire de ces allègements ? Est-ce qu'elles vont reporter tout en baisse de prix avec, bien entendu, par la suite des éléments de compétitivité ? Est-ce qu'elles vont garder des marges, distribuer des dividendes ? On peut imaginer un certain nombre de choses. Alors, il y a le mécanisme spontané du modèle, et puis on a testé d'autres choses qu'on peut trouver dans d'autres modèles. Par exemple, Mésange du Trésor a un comportement de marge automatique, donc on a reproduit ce comportement de marge pour montrer quelle était l'influence de notre hypothèse qui tient au modèle Némésis par rapport à un autre modèle qui peut paraître pour certains plus réaliste. Alors l'autre élément que vous signalez, le deuxième comportement d'acteurs qui influence le résultat de long terme de ces allègements, c'est est-ce que les salariés vont finalement avoir le pouvoir de rattraper la baisse initiale de pouvoir d'achat que va leur imposer ce transfert fiscal. Alors là, il y a une confusion, c'est-à-dire que dans le papier, on montre, lorsqu'on finance par la CSG, qui est une baisse du revenu disponible, dans le modèle Némésis, si on le laisse fonctionner sans rien, effectivement, on considère que les salariés ne rattrapent pas. Alors une fois de plus, cette hypothèse peut paraître irréaliste, donc on a testé dans la note l'idée plus commune, une fois de plus, qui est dans le modèle du Trésor, qu'il y aurait un rattrapage progressif, 50% à 5 ans et 100% à 10 ans. Effectivement, le résultat il est évident, au bout de 10 ans, il ne reste plus rien, il n'y a plus aucun emploi créé, et le PIB revient à sa valeur initiale. Maintenant, la comparaison entre les deux types de ciblage, tout ceci est neutralisé. D'une part, on ne finance pas par la CSG, on finance par la TVA pour ne pas avoir ce problème. Donc, il y a effectivement, on va rogner par l'inflation petit à petit, mais c'est un effet traditionnel. Et moi, à mon avis, on ne peut pas être certain que le rattrapage salarial sera plus rapide sur les salaires intermédiaires que sur les bas salaires. Hein, on peut tout à fait imaginer que des salariés payés au SMIC, subissant une hausse de la fiscalité, veulent assez immédiatement récupérer en pouvoir d'achat parce qu'ils n'ont pas de réserve. Des salariés peut-être payés un petit peu 2 ou 3 SMIC pourront peut-être subir plus facilement la hausse de la fiscalité qui ira avec ces mesures. Il y a deux choses dans ce que vous dites et j'aimerais bien qu'on revienne sur chacun des points pour bien les expliciter. Le premier, c'est le comportement des acteurs et le deuxième, c'est le financement de ces mesures. Sur le comportement des acteurs, on a vraiment cette question clé qui est que font les entreprises des allègements de charges ? Est-ce que ça passe en salaire ? Est-ce que ça passe en dividendes ? Est-ce que ça passe en investissement ? J'aimerais bien vous entendre peut-être les uns et les autres sur ce point qui est absolument déterminant pour ensuite les résultats qu'on peut espérer de ces politiques d'allègement de charges. Oui, avant d'intervenir, sur cette affaire des augmentations de salaire, la thèse est que le marché de l'emploi étant beaucoup plus déséquilibré pour les bas salaires, la capacité
d'intervention des salariés pour obtenir des augmentations de salaire est plus faible. Je pense que c'est vrai, c'est un frein aux augmentations de salaire que de savoir qu'il y a beaucoup de chômeurs dans l'emploi non qualifié, donc dans celui qui est impacté par les allègements de charges sur les bas salaires. Sur les salaires intermédiaires, il y a également un frein, c'est la compétition internationale. Et je pense que dans les comportements d'entreprise, au moins pour l'industrie, je ne parle pas de secteur abrité, mais au moins pour l'industrie, là je peux vous garantir que c'est un véritable frein d'expérience. Et donc on sait très bien que les augmentations de salaire sont structurellement plus importantes sur les salaires intermédiaires que sur les bas salaires, mais penser qu'il y aura une accélération de cette tendance plus favorable aux salaires intermédiaires du fait que l'on a ciblé les allègements de charges sur les salaires intermédiaires, ça ne me paraît pas du tout évident. D'autant plus que pour les entreprises, surtout celles qui sont exposées à la concurrence internationale, les allègements de charges ne sont pas obligatoirement considérés comme impactant directement le coût du travail de telle ou telle catégorie, mais en fait sont intégrés dans le compte d'exploitation et dans la marge opérationnelle qui donne la capacité de manœuvre de l'entreprise. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Louis Gallois, il y avait trois choses. Il y a la première, c'est un peu des reformulations, mais la question c'est est-ce qu'il est possible d'envisager une politique salariale qui n'efface pas tout de suite la baisse de charges quand on est sur les salaires intermédiaires? Moi, il me semble que la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on a des exemples sur l'Allemagne. Je diffère un peu d'Éric sur l'interprétation, parce que la modération salariale a aussi concerné l'industrie. Donc, il n'est pas du tout exclu d'avoir des épisodes de modération salariale dans l'industrie. Première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est il faut aussi se demander est-ce qu'on crée suffisamment d'emplois qualifiés en France? C'est-à-dire qu'évidemment, quand on regarde le taux de chômage à des niveaux relativement élevés de salaire, on a des taux de chômage apparents qui sont faibles, mais en fait, on sait aussi que dans la population, il y a un certain nombre de gens qui sont déclassés. Il y a des études de l'INSEE qui datent un peu maintenant, je pense qu'il serait très bien de les actualiser sur les trajectoires des gens. Et il y avait des chiffres assez importants. Alors après, il peut y avoir des histoires individuelles, etc. Tout ça n'est pas monolithique. Mais il y a des gens qui ont un emploi qui ne correspond pas à leur qualification. Et donc peut-être qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois correspondant aux qualifications, d'autant plus que je pense que depuis 1995, le moment où on a commencé à la politique d'allègement de charges, la structure de la population active en termes de qualification a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait beaucoup de peu qualifiés et on avait du mal à les intégrer sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a moins de gens moins qualifiés, on a beaucoup plus de gens diplômés du supérieur qu'il y a 20 ans. Et donc la question, c'est est-ce qu'on crée aujourd'hui suffisamment d'emplois qualifiés? Et je crois quand on compare, je crois pas, j'ai vérifié, quand on compare la structure de l'emploi en France, évidemment c'était un peu macro, mais avec les voisins européens, on voit qu'on a un déficit d'emploi aussi dans les secteurs plutôt qualifiés, dans l'industrie, dans les services aux entreprises type, conseil, ingénierie, etc. Et donc, c'est aussi là où nos taux d'emploi sont plus faibles que dans les autres pays européens. Donc, je ne pense pas qu'on puisse balayer comme ça l'idée qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois qualifiés en France. Et le simple observation d'un taux de chômage faible ne me paraît pas un argument suffisant en termes de dynamique de croissance. Éric Heyer, peut-être sur ce point, est-ce qu'on est dans une situation d'emploi telle sur les salaires intermédiaires que les allègements de charges seraient transformés en hausse de salaire, votre point de vue, ou peut-être plus largement, selon vous, les entreprises, que font-elles de ces allègements? Est-ce que c'est du salaire, de l'investissement ou un effet prix? Voilà. Je vais répondre à vos questions. Je fais juste un tout petit détour sur la modération salariale. J'ai bien précisé qu'effectivement, il y avait une modération salariale dans l'industrie en Allemagne qui a été acceptée parce que les prix des services avaient été baissés et ça avait donné du pouvoir d'achat. Donc, oui, mais justement, les mini-jobs, c'est pas dans l'industrie, mais ça fait baisser les prix des services. Donc, ça fait permettre aux salariés dans l'industrie de gagner en pouvoir d'achat et d'accepter
et d'accepter la modération salariale, ce qui a permis de faire des hausses des taux de marge des entreprises. Donc tout ça est cohérent. L'autre point, alors les deux autres points. Un, on voit bien que ce qui est dans le modèle et qui permet de compenser, c'est vraiment le long terme. Alors, c'est pas parce que je suis keynésien, mais très sincèrement, on a déjà beaucoup de mal à avoir une idée de ce qui va se passer dans 3 ans. Ensuite, à partir de 5 ans, 10 ans, les modèles, pour en avoir fait depuis 15 ans, on est obligé de les guider. C'est que on a envie de dire que toutes les relations de co-intégration, c'est du moyen terme et c'est 4 ans, pas plus. Au-delà, c'est des hypothèses que l'on met dans le modèle et effectivement, si on met un jeu d'hypothèses favorables dans le moyen terme, notamment par des hypothèses de capital humain, effectivement, on a les résultats, mais on a envie de dire qu'on a les résultats de nos hypothèses. On ne peut pas le tester économétriquement. Donc c'est ça qui me fait dire que, oui, bien sûr qu'on peut avoir le schéma qui a été présenté par Gilles, mais c'est un schéma qui est quelque part dans les hypothèses du modèle. Donc du coup, c'est ça qui me... Alors je ne dis pas que c'est mieux de faire ce que l'on fait, c'est-à-dire que de ne pas aller au-delà de 4-5 ans, mais ça me paraît périlleux d'aller au-delà de 4-5 ans pour ces raisons-là. Ensuite, qu'est-ce que font les entreprises des marges, des baisses de cotisation? Alors là, on a fait une étude qui n'est pas encore sortie, qui va sortir à la fin du mois, qui est vraiment une première étude, c'est essayer de comprendre. Le CICE, ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'ils sont distribués aux entreprises sur la base de subventions à la production. Et donc, quand on fait un peu de sectoriel, en panel, on peut commencer à avoir des effets sur, lorsqu'on a une équation d'emploi, une équation d'investissement et une équation de salaire, est-ce que ça a eu des répercussions? Ce que donne cette analyse, qui est très fragile parce qu'on n'a pas encore beaucoup de points, mais en tout cas ça sort de façon économétrique et significativement, c'est que globalement, la moitié est partie en salaire, l'autre moitié est partie en emploi. Donc l'étude nous dit ça, et que sur l'investissement, on ne voit rien, et sur les marges, on ne voit rien non plus. Et que l'accélération des taux de marge que l'on voit aujourd'hui, c'est ce que nous donne, je vous dis encore une fois, les résultats économétriques. Et que l'accélération des marges que l'on voit aujourd'hui, c'est dû à la baisse du prix du pétrole qui n'a pas été restaurée, c'est à partir de ce moment-là. Bon, non mais attendez. Je vous donne les résultats. On me demande mon point de vue, je vous donne les résultats économétriques et je serai très satisfait d'avoir vos commentaires dessus. Et on vous donnera même nos fichiers pour que vous puissiez confirmer les résultats économétriques que l'on a fait. C'est sur données de panel, c'est réalisé avec des experts en économétrie panel. C'est ce que nous donnent les premiers résultats. J'ai pris beaucoup de précisions pour dire qu'il va falloir que ça soit confirmé, mais c'est ce que nous donne les premiers résultats. Si vous voulez qu'on ne les publie pas, on ne les publiera pas si vous nous montrez que nos résultats sont faux, mais ce n'est pas sur uniquement de la gesticulation. Donc c'est des résultats scientifiques qui donnent ça, et qui n'est pas basé sur des hypothèses, c'est des résultats économétriques. Ensuite, bien sûr qu'on peut dire qu'il n'y a pas de tension à partir de 3,5. En même temps, moi je suis un peu naïf, je regarde ce que dit l'INSEE et ce que donnent les chefs d'entreprise lorsqu'on leur demande est-ce que vous avez des difficultés de recrutement. Les difficultés de recrutement, ils nous disent bien que ce sont dans des métiers qui sont aux alentours de 2,5, 3 fois le SMIC. Donc on peut toujours dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur niveau de qualification, mais les entreprises, en tout cas soit c'est les stagiaires qui répondent à ce genre de questionnaire, mais si on croit aux résultats de ces questionnaires, effectivement, il y a un peu plus de tension lorsque l'on monte dans l'échelle des salaires. Et donc, effectivement, si on croit aussi à l'économétrie et à la statistique, il y a bien un lien entre chômage et progression de salaire. C'est-à-dire qu'il est plus facile de changer d'emploi quand on est au salaire. Et donc, il y a des progressions de salaire qui sont forcément dues à cela. Alors après, on peut le minorer, mais ça me paraît être une évidence qu'on ne peut pas balayer du revers de la main.